Je suis Damien de Schrijf de la Compagnie Stam. Ça fait part d'une collection. Je suis en train de collectionner déjà pendant 30 ans des choses qui ressemblent le vrai. Ici, il y a aussi le livre de Umberto Eco, Reconnaître le faux. Dans mon travail, on fait semblant. Je veux dire qu'on fait comme si on est triste, on fait comme si on se fâche, on fait comme si on est amoureux, on fait comme si on est bourré, on fait comme si on est heureux, on fait comme si on est un enfant de 12 ans, on fait comme si on est une reine, un médecin, un écrivain, l'un ou l'autre. Alors, on fait semblant, et pour moi, c'est très important que le comédien ne souffre pas. Ça veut dire qu'il ne doit pas vivre les émotions qu'il montre. Et c'est aussi dans le paradoxe du comédien qu'on a joué aussi ici, où même après l'école, où c'était quand même une autre manière de nous introduire dans le jeu de comédien, c'est quand même Diderot qui m'a ouvert encore plus les yeux. Mon maître Mathias, c'est un Brechtien. Il avait déjà cette distance, mais chez nous, au conservatoire, c'était quand même essayer de ressentir toutes les émotions. Et on a fait le method acting, accompagné d'un maître qui venait de New York, qui était dans une école, Lee Strasberg, où il a appris de method acting et il a essayé pendant 2 ans de nous faire vivre ça. Moi, j'avais déjà plus l'âge d'être assez souple de tout, comment dire, Apprentissage, non? J'avais déjà fait des études, j'ai fait 4 ans d'études de droit et mes collègues Frank et Jolente Waas étaient plus jeunes que moi et moi j'avais quand même des problèmes avec le fait que c'était quand même un peu un gourou et tout le monde le suivait un peu trop. Et ça a commencé, les exercices, avec les boissons chaudes. On doit s'imaginer et se questionner sur le café. Hein? Il n'y a pas de tasse de café, mais on se pose toutes les questions possibles. C'est quelle tasse, elle pèse combien, tu sens la chaleur, la vapeur, ça sent bon, c'est la peseur. Toutes les questions qu'on peut poser, mais aussi sur les fruits. Hein, et tous les autres regardaient pendant que tu faisais ces exercices. Et le professeur disait toujours, mais prenez votre temps, et ça prenait des heures. Et on ne pouvait pas montrer, on ne pouvait pas, par exemple, on mange une pêche. Moi, j'avais directement, parce que j'aime jouer, on prend la pêche, et ça, hein? Non, 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 pas jouer, pas jouer. Il faut bien sentir la pêche. Elle est douce, non? Il y a des petits morceaux qui sont un peu pourris. Est-ce que tu sens la peau de la pêche? Allez, prends ton temps. Des heures, on devait se regarder, faire l'exercice. Et chaque fois, ça prenait des mois et des mois, hein? Et moi, je venais de l'université, moi, je voulais jouer, dire des textes, jouer, quoi. Alors, tous ces exercices parlent quand même des choses, memory, sensitive memory. Et ça veut dire qu'on doit essayer de se imaginer des choses, des sentiments, de la tristesse, des ennuis, des choses qu'on a vécues. Et essayer de les rappeler et qu'ils deviennent de nouveau vivants. Là, c'est une manière d'approcher le jeu. Ça, pour moi, ce n'était pas satisfaisant. Moi, j'ai cru que là, je trouvais, même si on faisait très bien ces exercices, il y avait quand même le mensonge.
même chez mes collègues, mais je ne parle pas pour eux, je parle pour moi-même, j'ai beaucoup menti. Quand on rit, on peut faire semblant de rire sans qu'il y ait une raison de rire. Si on fait atchoum, on peut... comment ça se dit en français, atchoum? Éternuer. Et Éternuer. éternuer. Et là, on peut éternuer, on peut faire comme si on a un orgasme, on peut être fatigué, on peut faire n'importe quoi. Quand on connaît bien les sons et quand on connaît la réalité, on est capable de faire une reconstruction des choses. D'être bourré, d'être fâché, d'être triste. Il y a suffisamment d'imagination pour refaire ça sans qu'on le sente vraiment. Et là, je reviens maintenant chez Mathias, qui vient d'une compagnie Discordia, où il jouait des femmes, des hommes jouaient des femmes des hommes, on jouait des enfants, il jouait souvent aussi sans illustrer tout. L'illustration, c'était tabou. On n'allait pas tout illustrer. Alors ça veut dire même quand quelqu'un est fâché, ça suffisait de dire « je suis fâché ». Il ne faut pas rouge sur rouge, colorer tout ça. Et là, j'ai trouvé que pour moi, et pour une partie de ma compagnie aussi, c'était une route qu'on pouvait élaborer et voilà. Ce n'est pas le comédien qui doit souffrir, c'est le public qui doit souffrir. Et le comédien fait semblant. Et c'est ça où le paradoxe du comédien est très clair, je trouve, et très actuel. Et il y a beaucoup de comédiens, je crois, qui pourraient être aidés quand ils souffrent moins. Il ne faut pas tomber amoureux de la personne avec laquelle on joue. Moi, je crois que c'est mieux de ne pas tomber amoureux chaque fois qu'on joue des scènes qui sont des scènes amoureuses. Voilà. Ça, j'essaie d'expliquer ça. J'espère que ça, c'est aussi le smile. Et moi, j'essaie aussi de peindre des choses. Ça aussi, c'est devenu quelque chose, on peut dire ça, est-ce que c'est décontractant de faire la peinture? J'essaie j'ai commencé avec de la viande, j'ai peint beaucoup des saucisses et des beefsteaks et des rognons. Et après, j'ai commencé à peindre les huîtres. C'est pourquoi que je dois beaucoup faire des observations des huîtres, que je mange énormément des huîtres pour bien les étudier, pour pouvoir les peindre. Et je suis en train de faire une collection de 30 huîtres différents. Et j'ai trouvé un livre avec des très bonnes photos. Et je cherche partout les huîtres et j'essaie de les peindre. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de couleurs de peau dans les huîtres. C'est très, très compliqué. Mais je demande aux gens, est-ce que vous pouvez reconnaître mes peintures? Et ils reconnaissent que ce sont des huîtres. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé des huîtres en plastique. Ça serait aussi facile parce qu'on ne peut pas garder les huîtres trop longtemps. En plus, je les mange immédiatement. La panache, ça c'est mon loisir, mon sport préféré. Il y a 30 ans que j'ai cherché le mot, c'est tir à l'arc avec les perches verticaux, tir à l'arc. Et c'est 32 mètres en hauteur. Et ça, c'est le apagaille qu'on dit. Il est le plus haut. Alors, il y a encore deux grandes plumes un peu moins haut, et alors encore deux, les cales. Alors, il y a le plus haut, ce qu'on dit qu'on a trouvé la femme de sa vie. Ma femme, par exemple, on dit, u hebt de hoofdvogel afgeschoten. C'est très vieux, ça, on parle du Moyen-Âge, c'est un sport qui est très, très ancien et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font encore. Et alors, on a la flèche
et on tire en hauteur et on tire à l'œil. Et là, c'est sur une fourchette et il y a très peu de place pour toucher ça. Et c'est 32 mètres et là, la flèche doit toucher ça et alors elle tombe et ça, c'est un des moments les plus grands dans mon sport qu'on a touché, pas seulement parce qu'on peut le toucher, il ne tombe pas. Alors je téléphone immédiatement à ma femme que je l'ai touché, mais il n'est pas tombé. Mais quand il tombe, on reçoit des points et c'est aussi, on joue pour de l'argent. Oui. On dit aussi chez nous, si un comédien joue bien, panache, ça vient de ça. Et ça veut dire que tous les membres sont là pour essayer d'avoir le plus vite, le plus haut, parce qu'il est là tout seul, ce oiseau, on appelle ça des oiseaux, et alors il devient le roi. Je viens d'une famille d'avocats, je voulais aussi être avocat pénal, mais oui, et mon père était notaire. Et il m'a fallu, comme fils aîné, il m'a vraiment dit, Damien, parce que je faisais déjà des marionnettes, et je voulais toujours... En fait, je ne voulais pas aller à l'université. Mais pour vétérinaire, je ne connaissais pas les mathématiques, ni la chimie, ni physique, c'était déjà problématique. Je n'étais pas un bon élève à l'école. Alors, j'ai doublé aussi dans mes humanités. Mais j'avais un rêve d'être vétérinaire parce que j'ai passé toute ma jeunesse chez un paysan, ancien fermier, qui n'avait pas d'enfants. Et là, je suis tombé amoureux des animaux, des chevaux, surtout des chevaux. Ça me faisait rêver aussi parce qu'il y avait un bon feuilleton à la télé, All Creatures, Big and Small. C'était deux vétérinaires. Peut-être, vous n'avez jamais vu ça, Very English, et avec les tweets. Et les deux vétérinaires avaient des tweets, et c'est de ce moment-là que moi je suis tombé amoureux aussi des tweets et des chevaux. Et voilà, je voulais, mais ça c'était raté. Je ne pouvais pas faire des études vétérinaires. Et alors, oui, faire le théâtre, mon père était complètement contre. Alors j'ai quand même essayé, parce que j'ai toujours cru, notaire, ça ne me dit vraiment rien. Et j'ai dû attendre 2 ans après les candidatures pour savoir que ce droit pénal, c'était mon deuxième rêve, parce que je croyais aussi par la télévision, il y avait des séries sur les gens, les assises, ça veut dire avec un public, des témoins, non, des jurys, 12 et les avocats qui parlent et qui essayent vraiment de défendre leurs clients. Ça me disait quelque chose aussi. J'étais vraiment fasciné par ça. Et alors, je suis allé voir mon père, j'ai dit, j'ai fait mes candidatures pour te faire plaisir, maintenant je vais faire mon examen au conservatoire et on va voir. Et la chose qui, ma mère était encore vivante, mais mon père n'a jamais, parce que mon père était mort dans ma première année, il n'a jamais connu le fait que son fils peut vivre pendant 35 ans avec sa profession de comédien. Et j'ai joué des avocats à la télé. J'ai joué un vétérinaire. C'est ça la force aussi d'être comédien, que moi je peux être un vétérinaire et que je peux devenir un peu, faire semblant d'être un avocat. Spectateur, j'essaie d'avoir de bonnes raisons. Jamais, je ne vois pas assez. Jamais au théâtre? Le moins possible. Ou je suis jaloux quand c'est très très bien, ou je suis très fâché quand c'est mauvais. Mais j'aime voir mes copains et rester à la maison chez ma femme quand j'ai des soirées libres. Mais on joue vraiment beaucoup, hein. Ça veut dire quand j'ai quelques semaines, quand je suis à la maison, je fais les courses et je fais la cuisine et je vois mes amis dans le café. Et ma femme me force d'aller voir le cinéma, ce que je n'aime pas non plus terriblement. Non, je suis lecteur. Je lis beaucoup et je vois des expositions. Et on adore de le faire, alors je peux m'imaginer que moi je vais toujours dire oui
quand on me demande de reprendre ça, je vais toujours dire oui. Et je veux aussi maintenant le jouer chez nous à Anvers. Il y a tant de petites salles à Anvers et je voulais vraiment faire un tournée en Anvers pour aller dans des petites salles où il n'y a pas tout le, comment dire, l'élite de théâtre de la culture de Singel ou Monty ou Tonella. Non, ce sont des salles où il y a les gens assez normaux qui viennent voir. Et je crois que cette pièce, je l'ai fait encore une fois avec L'ennemi du peuple, d'aller vraiment dans des autres quartiers pour confronter les gens avec cette pièce. Oui. Et alors, ça a marché? Avec L'ennemi du peuple, ça a bien marché. Et je crois avec cette pièce-ci, oui, ça va très bien marcher. Et quand je dis marcher, c'est les réactions? Je crois que ça peut... parce que les gens avec lesquels je fais tir à l'arc ne sont pas des gens qui vont voir le théâtre. Hein. Ils croient que moi, je n'ai jamais de boulot, sauf quand je suis à la télé. Ils disent « Ah, heureusement, oh, tout le monde est fier de moi. Hein. Ah, tu as du boulot, c'est bien, allez, tu travailles. » Mais ils ne se rendent pas compte que je bosse tout le temps. Mais ça, ils ne connaissent pas ce monde de théâtre. Ils sont très fiers quand je suis figurant dans des séries, mais ils ont des soucis. Alors ils disent, non, on ne te voit pas souvent à la télé. Et Berthe, beaucoup plus. Berthe a beaucoup de travail. Je dis, non, mais c'est moi qui engage Berthe. Dans le théâtre, c'est autre chose. Mais je crois que les gens qui ne sont pas des grands culturaux, j'aimerais bien qu'ils voient « Je suis le vent ». Alors peut-être ils vont comprendre ce que je fais. Pour « Je suis le vent », je suis tombé amoureux immédiatement. J'ai pleuré comme un enfant quand j'ai lu ce texte et j'ai téléphoné à Mathias de dire « On doit le traduire immédiatement et je veux le monter le plus vite possible. » Parce que ça parle de quelque chose que je connais très bien. Et ça parle d'une manière très délicate d'un grand problème que je connais dans ma vie très privée. Je suis plongé là-dedans et j'ai quand même lu presque toutes ces pièces et aussi quelques romans. On l'a rencontré aussi à Oslo. J'avais tant de questions, j'étais terriblement nerveux parce que pour moi c'est quand même... il y a Tchekhov, il y a Thomas Bernhard, pour moi, de plus en plus, il y a Fosse, mais les derniers romans, il est devenu trop mystique pour moi. Il y a quelque chose que je ne suis plus. Maintenant, je dois garder le bon, comment dire, un bon souvenir de ces pièces, mais les derniers romans, il est parti. Mais avec très peu de mots, c'est Fosse qui m'a appris quand même les silences et une simplicité que je ne connaissais pas dans des autres œuvres ou dans des autres textes. La force des silences, je ne savais pas que ça existait comme ça.